Bonsoir, merci d'être venus une fois encore très nombreux pour venir écouter Michel Onfray, et merci à ceux qui nous regardent depuis le site mola.com. Alors, Michel Onfray, vous nous faites une fois encore l'amitié de venir nous voir. Vous êtes venu pour des livres extrêmement différents, et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir pour Cosmos, ce premier volume d'une brève encyclopédie du monde qui devrait en compter 3. Les seconds seront, enfin le deuxième sera Décadence, qui sera une philosophie de l'histoire, et le troisième Sagesse, qui sera une philosophie pratique. Alors, on y reviendra probablement. Il y a évidemment quelque chose d'ironique doublement ironique probablement, à appeler brève encyclopédie un ensemble qui, je pense, approchera les 1500 pages. Et comme vous le dites vous-même par ailleurs, dire d'une encyclopédie qu'elle est brève, c'est faire preuve d'une sorte d'humilité un peu ironique qui vous convient bien. Alors, vous avez, pour présenter ce livre, fait de très nombreuses interventions dans les médias. On va essayer peut-être de faire un entretien en abordant des sujets un peu moins traités. Le livre, nous nous en réjouissons, est un très grand succès de librairie. Et vous avez indiqué, vous le dites dans le livre à plusieurs reprises, que c'est un premier livre. Ce qu'on peut entendre de la façon où, d'une façon, il abolit les autres, mais d'une façon un peu hegelienne, il les abolit tout en les contenant. Et il fallait ces livres-là, je crois près de 80, pour aboutir à celui-là. Ce qui me semble important, c'est que c'est un livre qui à la fois, réunit des thèmes extrêmement importants pour vous. La double question à la fois de la malfaisance du christianisme, si l'on peut dire, est très présente tout le long du livre, mais en même temps, l'importance aussi des piqûres de Spinoza et de Nietzsche y est sans cesse présent. Mais c'est surtout un livre qui est certes réuni, mais ouvre vers de nouveaux horizons, me semble-t-il, à la fois nouveaux horizons théoriques, mais aussi nouvelles façons de faire dans la façon dont vous faites votre livre. C'est un livre qui est, vous le dites vous-même à plusieurs reprises, c'est un livre qui est aussi la manifestation d'une forme de changement dans votre rapport au monde. Il y a à la fois des thèmes très généraux qui sont traités, puisque les 5 parties sont le temps, la vie, l'animal, le cosmos, le sublime. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous le traitez à la fois de la façon dont vous avez pu traiter des œuvres dans la contre-histoire, avec une lecture très serrée, mais c'est aussi un livre très riche de rencontres avec des savants, avec des chercheurs. C'est un livre de voyage, c'est un livre où aussi vous parcourez des œuvres. Et enfin, et ça je pense qu'on y reviendra lors de la conférence, c'est un livre moi, qui me semble extrêmement intéressant, parce que je le trouve animé par tout un tas de tensions, entre le fait que ce soit un gros livre et un grand livre dans lequel, à plusieurs reprises, vous mettez en cause la question de l'importance des livres, sur la question de l'animal aussi, où je pense qu'il y a un point extrêmement important où vous montrez comment un philosophe est aussi amené à ses propres contradictions sur la question de manger de l'animal ou pas. Mais je pense, par ailleurs, c'est extrêmement fécond dans la mesure où la philosophie naît essentiellement de ces tensions et avance essentiellement en dépassant ces tensions. Alors, l'objet officiel, l'objet inscrit de ce premier livre, c'est d'être une ontologie matérialiste. Est-ce que vous pouvez nous préciser, alors peut-être d'abord, le projet dans son ensemble, le projet de la brève encyclopédie, et plus précisément, qu'est-ce que c'est de vouloir faire une ontologie matérialiste ? Merci, cher Pierre, pour ces belles questions. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans les salons de Denis Mollard et en votre compagnie. Et c'est toujours aussi un plaisir de répondre à cette belle question de l'ontologie matérialiste. Il y a des clins d'œil dans ce que j'écris, et effectivement, il y a une époque où mes traducteurs me disaient qu'ils souffraient quand ils découvraient les clins d'œil, parce qu'ils ne savaient pas comment les restituer d'un point de vue de la traduction. Je traduis en presque une trentaine de langues, et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des clins d'œil qu'on voit, des clins d'œil qu'on ne voit pas. Alors il y a évidemment l'idée qu'une brève encyclopédie, c'est un oxymore, que j'aime bien cette figure rhétorique de l'oxymore, une chose et son contraire.
qui dit autre chose qu'une contradiction, mais qui effectivement, vous avez eu raison de parler de Hegel et de cette fameuse Aufhebung, la fameuse conservation en dépassement. On conserve et on dépasse. Si on fait une encyclopédie, on est vaste, on fait quelque chose d'immense. Et si c'est bref, est-ce que ça peut être une encyclopédie? À quoi ressemble une brève encyclopédie quand elle se propose de ne faire que 1500 pages? Donc effectivement, il y avait une ironie qui n'est pas forcément toujours saisie. Il y a quelque chose de culotté dans le sous-titre, puisque le sous-titre de L'être et le néant, c'est un essai d'ontologie phénoménologique. Donc évidemment, un essai d'ontologie matérialiste est une espèce de clin d'œil aussi à ceux qui le verront. Ceux qui ne le voient pas, c'est pas grave, ça peut se comprendre quand même. Il y a plusieurs entrées dans ce sous-titre, mais si on oublie le clin d'œil pour les philosophes philosophants, parce que c'est pas forcément très utile, c'est comme ça en passant, c'est aussi une proposition philosophique que j'estime être nécessaire dans une époque où les ontologies, par définition, ne sont pas matérialistes. L'ontologie, c'est une discipline qui s'occupe de l'être en tant qu'être. Il y a cette table, il y a ce micro, il y a ce verre, il y a cette bouteille, etc. Ce sont des objets que je peux décrire. Et je veux dire de ce verre qu'il est un verre à pied, qu'il est en cristal, qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela, etc. Sauf que si je parle du verre, ça peut être un Duralex, ça peut être un verre à champagne, qui peut être une coupe et une flûte, ça peut être, etc. etc. Donc il y a dans l'ontologie un art de disserter sur les choses en tant qu'elles sont ces choses-là. En tant qu'elles sont choses, et non pas, pardon, en tant qu'elles sont ces choses-là en particulier. Donc ce n'est pas cette table en particulier, mais la table, qui suppose que nous pouvons, avec une surface plane et des pattes, installer des choses, etc. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, dit Aristote. Donc quand je me propose une ontologie, c'est une invitation à dire « n'ayez pas peur de ce gros mot », il s'agit juste de savoir ce qu'il y a dans ce que vous voyez. Il y a de l'être partout. Et l'être, pour moi, se confond à ce que Heidegger appelle les étangs, qu'un journaliste avait d'ailleurs orthographié récemment avec un G. Donc un étang est un étang, mais pour autant, ça n'est pas seulement l'étang de Heidegger. Donc il y a l'être et les étangs, dit Heidegger. Les étangs, c'est tout ce qui est. L'être, c'est ce qui fait que tout ce qui est, mais sans obligatoirement être ceci, cela, telle couleur, telle forme, etc. etc. Et ça, c'est une rupture essentielle dans la philosophie occidentale, de Platon jusqu'à Heidegger, en passant par Descartes et Kant, etc. On oppose toujours une espèce d'être avec une majuscule et les étangs, en considérant que l'être, ça c'est subtil, on peut théoriser sur l'être, mais que les étangs, c'est trop vulgaire, que ce qui est, c'est pas très intéressant. Donc là aussi, ou là encore, et là encore, il y a un oxymore dans l'ontologie matérialiste, puisque l'ontologie, quand on en parle, elle est souvent métaphysique. Je rappelle souvent cette histoire, elle est apocryphe peut-être, mais en même temps elle fait sens, de quelqu'un qui cherchait à ranger les œuvres d'Aristote, qui disait la poétique, la rhétorique, les météorologiques, l'éthique, la politique, etc., etc., la physique, et puis à un moment donné il restait un truc, et on ne savait pas où garer tout ça, et il met ça après la physique, métaphysique, ça devient la métaphysique. Et de fait, l'ontologie, elle est souvent métaphysique. Là, pour le coup, c'est un pléonasme. Et effectivement, il y a des pensées pléonasmatiques et des pensées oxymoriques. La mienne est oxymorique. Et je propose, de fait, que l'ontologie soit matérialiste. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons, ce qui nous parvient par nos sens, puisse faire l'objet d'une théorie qu'on appellera l'ontologie. Donc c'est une théorie de l'être en tant que l'être. Il rassemble l'ensemble des étangs. Donc c'est une proposition philosophique que les philosophes peuvent entendre avec leur bagage philosophique, mais indépendamment de ça, ça peut être aussi entendu par des gens dont ça ne sera pas forcément la profession. Une ontologie matérialiste, on sent, même si on ne voit pas exactement ce que ça veut dire, qu'il s'agira du monde. Je peux être bref. Hein, non, mais je vois ça. N'en doutez pas. J'avais dit que c'était le livre du changement, donc j'en fais l'expérience. Donc le livre commence par le premier sujet, qui n'est pas un petit sujet, surtout qu'on a traversé les œuvres philosophiques comme vous, puisque c'est le temps. Ce qui me semble, il y a deux lignes de choses, deux lignes de fuite, si l'on veut parler comme ça, qui me semblent traverser le livre. D'abord, il y a une sorte d'écart, donc ce que j'évoquais comme étant une tension, dans la mesure où vous avez manifesté plusieurs fois l'idée que vivre, c'est vivre avec un horizon du plaisir. Alors un plaisir
c'est pas un plaisir pour le plaisir, c'est un plaisir qui est ordonné philosophiquement, si l'on peut dire. Et en même temps, tout en étant un livre qui appelle sans cesse à la volonté de manifester son désir de vivre, on voit que quelque chose dans l'époque, dans le temps, et si l'on pense de façon plus large, et je pense que ce sera probablement l'objet du prochain livre, dans l'époque, au sens du temps un peu long de l'Europe et du monde, est marqué par la question du nihilisme. Et que, à la fois, sans cesse, vous appelez à l'idée que il faut vouloir la vie qui nous veut, et en même temps, l'époque dans laquelle vous dites ça est une époque qui, je ne vais pas dire vous déplaît, parce qu'il y aura un aspect de jugement de goût, c'est pas cette question-là. Mais vous avez, dans le dessin que vous faites de l'époque, il y a quand même l'idée qu'on vit un temps qui est un temps noir, si l'on peut, spirituellement, socialement, techniquement, etc. Et je pense que cette opposition entre ce qui est, selon vous, ce que devrait être la vie humaine et ce qu'elle est devenue est assez forte. Et elle vient se lier à un autre point, je pense, qu'on abordera après, qui est la question du rapport liberté-déterminisme. Mais je pense que entre le nihilisme et la volonté d'exister, ça vient couvrir une autre distinction qui revient régulièrement autour de la question, ça peut sembler anecdotique comme ça, mais c'est très profond, agriculture-culture. Qui est que le livre, alors du coup, évidemment, ça a tendu la perche pour ceux qui voulaient la saisir à l'idée d'un Onfray réactionnaire, etc. Mais le livre vient plusieurs fois à l'idée qu'il y a eu un temps, que vous appelez une sorte de temps virgilien, pour arriver à la question du temps, que ce temps-là s'est rompu, on va dire aux environs de la fin du 19e, du courant du 20e, et que à partir de là, c'est mis en place, même si ça avait commencé avant avec l'époque moderne, c'est mis en place une société de la culture contre l'agriculture, et contre l'agriculture vécue comme temps virgilien, c'est-à-dire vécue comme union avec le cosmos. Est-ce que vous vivez effectivement ces tensions-là entre votre désir de vivre et une époque nihiliste? Est-ce que effectivement ça recouvre bien ce que vous cherchez à dire? Oui, et je pense qu'il faut que nous puissions nous installer dans le long temps, dans les longues durées. Et ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai l'âge qui me permet de savoir que nous avons accéléré un processus de civilisation et que tout va de plus en plus vite. Et je constate ça, c'est-à-dire c'est l'effet de l'âge, et on peut imaginer effectivement les gens qui veulent être dans la morale moralisatrice disent réactionnaire, etc. si on veut, mais c'est aussi l'effet de la culture qu'on accumule, le travail, et la possibilité à un moment donné de disposer d'un regard plus éveillé sur le monde que quand on a 30 ans. Si à 30 ans on pense la même chose qu'à 50, c'est qu'on n'a pas forcément fait le travail qui nous aura permis d'évoluer un peu. Alors je n'ai pas changé sur l'essentiel, mais j'ai approfondi un certain nombre d'intuitions. Et il y a des moments où on a des sujets qui nous passent au-dessus de la tête parce qu'on n'a pas la culture. Moi j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler. Spengler, j'avais du mal à tout comprendre parce que ça balaye large, Assur, Sumer, Babylone, toutes les civilisations, etc. Donc on se dit oui bon sûrement, mais quand il fait référence, je sais pas quoi, au linéaire B, ou quand il fait référence au visage dans le Fayoum par exemple, on se dit mais le Fayoum je sais pas ce que c'est. Enfin bon, il y a un moment donné où il faut savoir, il faut travailler, et puis on commence à comprendre des gens qui ont des visions plus générales. Je songe à Spengler, bien sûr, mais Toynbee ou Malraux, quand Malraux parle de l'histoire de l'art, parce qu'on a accumulé de la culture qui, d'un seul coup, nous permet de penser en termes d'historien. Je ne suis pas historien, mais je dispose d'assez d'informations historiques pour pouvoir disposer d'un regard qui est susceptible de ne pas se contenter de l'instant pur. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, une école où on apprenait à lire à l'école, par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui, ça va, je les ai. Donc les épaules. Donc oui, je suis hitlérien, je suis stalinien, je suis léniniste, je suis bolchevique, je suis sartrien, non pas ça, mais je suis tout.
Ça me fait plus peur, tout ça, comme ça pouvait me faire peur à une époque, et je laisse les gens dire on ferait réactionnaire, coming out réactionnaire. Ça me gênerait que Libération dise du bien de moi, et ils en ont dit récemment, ça me fait un peu de peine. Et donc je me dis, deviennent réac eux aussi, ou alors il va falloir qu'ils revoient leur jugement sur moi. Mais je pense qu'il y a juste un moment donné où on se dit, si on a lu Braudel, ce qui est mon cas, et qu'on ne s'est pas contenté des analyses de Braudel, qui nous parlent de la Méditerranée, c'est sympathique, la Méditerranée, les analyses de Braudel. Ce qui est intéressant chez Braudel, c'est la longue durée. Et on se dit, nous sommes dans une longue durée qu'on ne saisit pas parce qu'on est dans l'instant pur. C'est l'instant du tweet, c'est l'instant de l'info. Un clou chasse l'autre. Il y a une information, le centre du monde, c'est vous. Mais demain, c'est plus vous. Et le surlendemain, c'est plus celui qui faisait le centre du monde la veille, et puis, etc., etc. Et puis, on a perdu la mémoire de tout ça. Donc, celui qui dit, mais le présent, il s'enracine dans le passé, il produit des effets dans le futur, c'est quelqu'un dont on dit, mais vous ne seriez pas un peu réac, vous voudriez faire de l'histoire? Mais il y a un éternel présent, et l'éternel présent, c'est la vérité, c'est l'éternel présent de l'instant, de BFM Télé, enfin de cette espèce d'image en permanence qui ne nous dit rien d'autre qu'il y a de l'image. Et moi, je dis non, il n'y a pas que de l'image. L'image, elle est enracinée. L'image, elle nous dit quelque chose. L'image, elle provient d'un monde. L'image, elle va vers un monde. Et quand on voit ça et qu'on dit, mais et si nous faisions un peu d'histoire, et si nous pensions l'instant dans une relation pas l'éternité, n'allons pas jusque-là, mais à une histoire de longue durée, de fait, on arrive à la question de la civilisation. Question interdite quand on est un homme de gauche. On n'a pas le droit. Si on commence à poser la question de la civilisation, ministère de l'identité, UMP, Vichy, Pétain, fasciste, nazi, Auschwitz, etc., et ça continue. Donc c'est vrai que ça devient difficile, mais comme c'est tous les jours qu'on se fait insulter, il y a juste un moment donné où ça fait sourire, quoi. Et on se dit, bah, tant pis, mais je vais proposer, mais ça on est déjà dans le tome 2, une pensée de la civilisation, justement parce que nous sommes dans le nihilisme. Tout le monde est d'accord. Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortels, comme dit Paul Valéry, et on ennuie même les lycéens avec des sujets de philo, avec cette question-là. Donc tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. Parce que si vous dites que nos civilisations sont mortelles, et que vous dites, mais alors la nôtre, est-ce qu'elle ne l'est pas mortelle? Est-ce qu'elle ne serait pas même un peu mourante, moribonde, voire morte? Ah, décliniste? Vichy, Pétain. Donc vous dites, bon, ça va devenir difficile, mais j'en ai fait mon pain quotidien, et je me dis, c'est plus mon problème de savoir que, je sais pas quoi, les Inrecuptibles, Télérama, ou le Nouvel Obs, tous ces gens-là disent de moi que je sais pas quoi, un réac, c'est pas mon problème. C'est leur problème, ça leur fait vendre du papier, il y a à peu près que ça qui les intéresse, mais moi je veux essayer de penser des choses qui me sidèrent. Et des choses qui me sidèrent, c'est que, par exemple, la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. De dire aux femmes, vous allez louer vos ventres, les pauvresses là. Il n'y a plus de boulot, vous n'avez qu'à louer votre utérus. Aux riches qui, eux, vont faire des enfants, etc. Oui, merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Et récemment, François Hollande lui a donné, je ne sais pas quel grade, dans la Légion d'honneur. On se dit, mais si je suis de gauche, il faut que je soutienne ça, donc. Parce que si je ne soutiens pas ça, Vichy, Pétain, non, etc. Je dis, ben non, je ne défends pas ça. Je suis désolé, mais moi qui suis de gauche, je pense qu'il y a un autre destin pour le ventre des femmes que de porter les enfants des riches qui ne veulent pas de vergéture. Ou des riches qui ne veulent pas s'ennuyer avec les grossesses ou ce genre de choses. Plus d'autres choses. Des psychanalystes pour chiens. Une télévision qui vient d'arriver sur le marché, qui est une télévision pour les animaux. Vous allez me dire, il y a déjà TF1, mais... Bon, c'était facile. Non, mais je veux dire, une télévision pour les animaux. Vous vous rendez compte, il n'y a pas une télévision consacrée aux livres, mais vous avez une télévision consacrée aux animaux. Ça veut dire que quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte, eh bien, vos poissons rouges pourront regarder la télévision. Votre chien, votre chat, votre hamster, vos nacs, vos nouveaux animaux de compagnie, car vous pouvez aujourd'hui caresser des migales ou des boas, etc., etc. J'ai sur mon compte Twitter une rubrique que j'appelle « Des nouvelles du bas-empire ». Parce qu'effectivement, je regarde le réel et je me dis, je découvre l'autre jour que un garçon homosexuel veut faire des enfants, évidemment pas avec une femme, et sa mère propose de lui faire des enfants. Elle lui dit, voilà, on fait une insémination artificielle, donc le garçon va se tripoter quelque part et donne à sa maman, fait l'offrande à sa mère de son sperme. Elle se fait inséminer par le sperme de son fils, fait un enfant, trouve ça normal, c'est de l'amour de son enfant et de son fils, etc. Et pas de problème pour ça.
On est dans une logique où effectivement la haute technicité que sont les procréations médicalement assistées va permettre aujourd'hui de légitimer l'inceste. Ça veut dire que les chiens regardent la télé, que les mères portent les enfants de leurs fils, enfin je me dis, mais est-ce qu'effectivement quand on est de gauche, ces choses-là, on doit les défendre ou est-ce qu'on ne doit pas dire « arrêtez ». Arrêtez. Je pense qu'il y a juste un moment où on est en train de s'affoler complètement et je pense qu'une civilisation ne s'honore pas quand elle n'a plus que ce genre de choses à proposer. Une télévision de service public qui fait des choses terribles en matière de culture, rien, mais voilà, et une télévision pour les chiens. Et il y a plein d'informations comme ça qui nous permettent de dire, ben oui, ça ne va pas, il y a un problème, ça ne va pas. Il faudrait aujourd'hui, nous disait récemment Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est encore être de gauche, de réactionnaire de le dire, mais que nous fassions des cours d'improvisation comme Jamel Debbouze à l'école. Et qu'en même temps nous supprimions le latin. Je veux bien tout ça. Mais est-ce qu'on a autre chose à proposer que l'arrivée des tablettes à l'école en disant il y a de l'illettrisme, on vous donne des tablettes, fini l'illettrisme. Donc je me dis, moi qui suis justement un fils de pauvre, hein, qui s'en est sorti avec l'école, et l'école républicaine, où on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et c'était le cas de mon père, qui l'a quitté de bonne heure et qui apprenait ça à l'école. Je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insupportable que de dire qu'on aimerait bien, effectivement, que l'école permette la méritocratie, c'est-à-dire que les enfants de classe modeste puissent s'en sortir parce qu'ils ne s'en sortent pas aujourd'hui avec ce qu'on leur propose, puisque ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont des parents qui leur transmettent des informations. Pourquoi est-ce qu'on a des fils d'eux partout ? Des fils de ceci, des fils de machin, etc., qui font de la chanson, qui font de la philosophie, qui font de la littérature, qui font du cinéma, qui sont acteurs, et qui sont tous des héritiers. Ils sont tous des héritiers. Si c'est ce qu'on veut, quand on est de gauche, alors j'ai du mal à croire qu'on puisse pouvoir dire qu'on est encore de gauche. Donc je me dis, il y a une espèce de nihilisme généralisé qui fait qu'un Premier ministre s'en vient dire que je contribue à la perte des valeurs quand c'est ce Premier ministre de gauche qui nous dit que les Roms, il faudrait qu'ils s'en aillent d'ici. Quand Valls nous dit que les Roms ont vocation à rentrer chez eux, on a juste envie de dire, c'est Marine Le Pen qui le dit ou c'est Manuel Valls qui est un homme de gauche. Donc je pense que quand on continue à avoir des valeurs de gauche dans un monde qui n'a plus aucune valeur, effectivement, on passe pour un réactionnaire. Mais que c'est une erreur de parallaxe, que c'est une erreur de perspective qui fait qu'on peut aujourd'hui dire non, je ne suis pas assignable, ma gauche n'est pas assignable. On n'est pas obligé d'être au Parti Socialiste, d'être au Front de gauche ou d'être au NPA pour être de gauche. Et j'ai plein de gens qui me disent en permanence, qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent on est d'accord avec vous, et on est de gauche, et justement, on a sur ce sujet exactement la même idée que vous, mais on n'ose pas. On a peur, car Vichy, Pétain, Auschwitz, etc., etc. Donc je dis, si on veut penser le nihilisme, si on veut penser la place que nous occupons dans le nihilisme, si on veut penser la question de la civilisation, de la durée de notre civilisation, de l'existence même de notre civilisation, elle naît quand ? Elle croît comment ? Elle devient grande quand ? À quelle époque ? Avec qui ? Avec quoi ? Etc. 12e siècle, prenez une carte de l'Europe et regardez le nombre des abbayes cisterciennes qui se créent au 12e siècle. C'est extraordinaire. Vous voyez une espèce de floraison sur la totalité de l'Europe et vous vous dites, ben oui, civilisation chrétienne. C'est moi, l'athée, qui vous le dis, notre civilisation est chrétienne. C'est même sidérant qu'on soit obligé de le dire. Dire aujourd'hui notre civilisation est chrétienne, c'est tout de suite passer pour un fasciste qui, etc. Mais non, c'est un fait. C'est un fait d'évidence. Et on construit quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Où sont nos cathédrales ? On n'arrive même pas à finir la Sagrada Familia à Barcelone. Vous dites, on a un architecte qui a proposé une cathédrale, on ne parvient pas à la faire. Elle n'est pas terminée, elle ne se termine pas. Le premier qui a décidé aujourd'hui d'installer un hypermarché avec une 50aine de magasins, il vous fait sortir ça du sol en 6 mois. Donc il y a effectivement des choses qui nous permettent de voir que notre civilisation s'effondre, est effondrée, ne va pas bien. Et alors je ne le dis pas en disant soyons réactionnaires, du genre restaurons un ordre ancien, c'était mieux avant, etc., etc. Je dis juste qu'il faut constater que les civilisations marquent leur époque dans un temps, dans une géographie, dans une histoire, et que ça disparaît. Voilà, il y a eu justement, je parlais tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, etc. On a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu l'Europe. L'Europe, ça démarre avec Constantin, 4e siècle après Jésus-Christ, et ça s'effondre. Bon, je ne vais pas donner le détail de décadence, j'y travaille, mais je veux dire, ça s'effondre, il y a des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment ça s'effondre, et puis à un moment donné où effectivement on voit que nous ne créons plus rien, nous ne produisons plus rien, et que nous sommes dans un nihilisme généralisé. On écrit des romans à l'époque du Nouveau Roman où Alain Robbe-Grillet nous dit « pas de personnage, pas de psychologie, pas d'intrigue ».
On nous fait de la musique avec du silence, les 4 minutes 33 de silence de John Cage. On nous fait du cinéma sans images, Guy Debord. On nous fait de la peinture sans sujet, sans représentation, du monochrome. Klein ou Malevich, carré blanc sur fond blanc. On nous fait de la poésie sans mots, le lettrisme d'Isidore Isou, etc. Donc vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du nihilisme avec le surréalisme qui a joué ce rôle-là, etc. Alors évidemment, si vous dites une chose pareille, on est tout de suite un réactionnaire, mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire, de Tzara, Dada d'abord, puis ensuite de Breton, mais il y avait aussi avant le futurisme et Marinetti, comment tout ça accompagne, ça ne produit pas, mais ça accompagne, on obéit au fameux Zeitgeist de Hegel, l'esprit du temps. Et on voit que notre civilisation est en train de... C'est une queue de civilisation, que ça s'effondre, et puis ça... Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le constate en disant que nous ne pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course, parce qu'elle ne produit plus rien. Et c'est ainsi. Et une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de corps vivant, et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée, mais peut-être aussi l'Inde, mais peut-être aussi la Chine, et qui sont des continents avec des spiritualités. L'islam, c'est une spiritualité, l'Inde c'en est une, la Chine c'en est une autre, confucianisme et taoïsme. Et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations, toute la gauche bien pensante nous dit pas du tout, c'est d'abord un type de droite qui le pense, donc c'est faux. Ben oui, mais bon, un type de droite, il peut dire des choses justes, et quand il dit effectivement qu'il y a des conflits de civilisation, le problème, c'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche, c'est de savoir si c'est une idée juste. Et aujourd'hui, on commence à dire, certains, moi à l'époque je disais déjà qu'il avait raison, mais certains commencent à dire « Ah oui, peut-être qu'il n'a pas totalement tort, mais on ne va pas complètement le dire, parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé, donc on ne va pas dire qu'on s'est trompé. » Mais oui, il y a des blocs, ce sont des blocs de spiritualité, les blocs de spiritualité supposent des religions, et la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme, et l'espèce de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation, et nous en sommes là. Donc il nous reste... pas grand-chose à faire. Je prends souvent l'exemple du Titanic qui coule. Je dis juste grand sourire, soyons élégants, et puis buvons des bons vins avec des gens qu'on aime, et le bateau coule, et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines. Mais tout va bien quand même. Oui, oui, Alors justement, dans le versant tout va bien. Non, donc effectivement, là, on a fait un grand saut probablement par rapport au second volume de la trilogie. L'objet vraiment de Cosmos, en fait, c'est de traiter tous les soubassements, alors, d'une partie de la civilisation, parce que vous avez de très nombreuses et très intéressantes pages sur la construction des civilisations primitives, entre autres la question de la place du soleil, et dans un deuxième temps, la façon dont justement le christianisme va recycler tout ça tout au long enfin, le recycler à la fois pour s'attacher la croyance des fidèles, et en même temps pour l'épuiser, pour y substituer son propre nihilisme. Mais en amont de ça, tout l'objet du livre, au travers des questions sur le temps, sur la vie, c'est de montrer quel est le soubassement, et c'est pour ça que je pense que le livre est à la lisière de l'anthropologie, est une forme d'anthropologie philosophique. Quel est le soubassement de la vie humaine ? Et à la fois dans ces structures, comme le temps, même si, comme vous le dites, contre Kant, on n'est pas sur une structure a priori, mais sur une force a posteriori, ce qui me semble, et c'est pour ça que je pense que votre livre est essentiellement le livre d'un vitaliste, c'est que que ce soit le temps ou la vie, nous sommes essentiellement animés par des forces. Et là, de la même façon, on retombe sur une autre question par rapport à votre façon de voir le monde, qui est la question de l'articulation liberté-déterminisme. Alors, vous reprenez évidemment la phrase de Spinoza, nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Néanmoins, l'ensemble de votre œuvre est un appel à une forme de liberté. Et tout l'objet du livre, de Cosmos, est de montrer de quelle façon, aussi bien le temps que la vie, est quelque chose qui nous veut, et qu'être libre, c'est vouloir la force qui nous veut. Et je pense que c'est très frappant. Donc vous prenez les exemples, évidemment, enfin je dis évidemment parce qu'on vous les a entendus dire par ailleurs, mais avec les anguilles, avec les parasites. Il y a de plus en plus l'idée que l'homme est une bactérie aussi, qui est une idée qui se développe beaucoup dans les scientifiques contemporains. Est-ce que vous pouvez nous dire comment... Alors d'abord, est-ce que c'est chez vous quelque chose, on va dire, de relativement récent, cette vision de l'idée d'être... On a un sentiment que c'est quelque chose, c'est une intuition que vous avez pu avoir, et qui, plus vous lisez, plus vous rencontrez des scientifiques, plus vous vous renseignez sur le sujet, plus ça devient extrêmement fort, l'idée que, aussi bien le temps que la vie, nous sommes
finalement pris dans un flux. Nous sommes pris dans un flux et la question c'est est-ce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de flux et on se fait croire qu'on fait ce qu'on veut, ou est-ce qu'au contraire on retourne la force non pas contre elle-même mais pour nous en la voulant. Il y a des faits qui m'ont stupéfait, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'art préhistorique et je me dis, mais quand on prend, là encore, une carte, j'aime beaucoup les cartes, et on lit pas assez de cartes, et on regarde pas assez les cartes géologiques, etc. Mais quand on prend une carte du monde, et qu'on regarde les lieux de l'art préhistorique, c'est quand même très très éloigné. Je veux dire, même si les continents sont pas ceux d'aujourd'hui, enfin la forme n'est pas la même, mais encore que. Mais je me dis, mais dans des moments semblables, dans des lieux différents, des êtres créent les mêmes types d'œuvres. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sidérant. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tout l'art contemporain est le même partout sur la planète parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des revues, parce que tout le monde connaît tout le monde et que les informations circulent. À l'époque, on circule au pas d'un homme. Et donc, il n'est pas question d'imaginer que quelqu'un qui fait des peintures préhistoriques ou qui travaille dans une grotte préhistorique, il s'en va donner des cours ailleurs en prenant un avion qui va lui permettre d'aller travailler dans une grotte à l'autre bout de l'Europe, etc., voire en Asie. Et je me dis, mais pourquoi des gens différents, dans des temps semblables, mais dans des espaces différents, peignent-ils les mêmes choses? Inventent-ils les mêmes choses? Pourquoi est-ce que, alors qu'on n'a pas appris aux hommes à tailler une pierre, eh bien, taille-t-on pareillement les pierres partout sur la planète au même moment? Donc je me dis, oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a une force. Alors, vous avez utilisé le mot, il est juste, enfin, c'est celui que j'utilise, il y a une force, il y a quelque chose, sûrement pas Dieu. Voilà pourquoi mon ontologie est matérialiste, hein, entendons-nous bien. Il n'y a pas chez moi le désir d'une transcendance qui nous ferait dire, ah ben, il y a quand même une espèce de dessein intelligent, comme disent les Américains, qu'on pourrait nommer Dieu et qui voudrait ce qui advient. Non, je dis simplement qu'il y a un processus évolutif, en ce sens je suis très bergsonien, un processus évolutif qui fait qu'un jour une étoile s'effondre sur elle-même, et qu'il y a ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, et qu'il y a une série de causalités, et que dans toutes ces causalités, nous arrivons à un moment donné, il y a l'homme, d'accord, et je pense qu'il y a un moment donné où c'est pas, ça me paraît évident de le dire, où il n'y aura plus l'homme, où ça continuera, il y aura ceci, il y aura cela, etc. Et notre planète disparaîtra en tant que planète habitée par des humains et des vivants, etc., pour devenir une planète froide qui laissera probablement la place à une autre, etc., etc. Simplement, là encore, quand je disais qu'il fallait penser en termes de longue durée, il faut penser en termes de longs espaces aussi, et se dire que notre petite histoire est placée dans une très longue histoire. Et on le sait très bien, moi j'avais lu ça chez Chonu, mais je pense que Pierre Chonu n'est pas à l'origine de cette image, mais... Et il l'a rapporté, il disait que si on prenait la création de l'humanité à minuit, par exemple, et qu'on prenait l'apparition de... Enfin, aujourd'hui, midi, la totalité d'un tour de cadran, mais il dit, mais à partir de quel moment l'homme apparaît-il? Eh bien, dans les dernières secondes de la dernière minute. Donc, effectivement, on comprend tout ce qui s'est passé sans l'homme, vraiment. Et l'homme apparaît en disant « mais je suis libre, je veux ce que je veux, je choisis, etc. » Non, on se donne l'illusion que nous voulons, que nous choisissons, etc. Mais on obéit. Alors il faut les freudiens pour imaginer que nous voulons nos cancers et que quand nos inconscients nous travaillent, nous déclenchons des cancers et que si on en a plein le dos, on se fait un lumbago, si on en a plein le, je sais pas quoi, on a un cancer du rectum, que... ça se dit sérieusement. Des gens qui imaginent effectivement... Non, il y a une espèce de processus qui fait que la vie comme elle va nous conduit à être... comme nous sommes, sans que nous ayons le choix. Sinon, pourquoi les gens ne choisissent pas d'être philosophes tous, ou d'être chanteurs de charme à succès tous, ou d'être comédiens tous? Pourquoi certains choisiraient-ils d'être videurs de poubelles, ou chauffeurs de tram, ou chauffeurs de taxi, ou bouchers, ou je ne sais pas quoi? Donc, ou tout le monde choisit, ou personne ne choisit. Et je pense que si nous avions le choix, nombre d'entre nous n'auraient pas choisi ce qu'ils ont choisi. Moi, j'avais choisi d'être chauffeur de train. Ça s'est pas fait. Donc, parce que la SNCF n'a pas voulu, la SNCF l'aurait-elle voulu, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Donc, il y a effectivement des espèces d'occasions dans la vie qui font que nous sommes ce que nous sommes. Des rencontres, des amitiés, l'amour. Des femmes sans lesquelles on n'est pas, ou on ne serait pas ce qu'on est. Et tout ça, ce sont des hasards. Parce que, ben voilà, vous êtes, je sais pas quoi, nommé dans un lycée, il y a quelqu'un, et puis vous auriez pu être nommé dans un lycée à côté, ou pas dans ce lycée, où vous loupez votre train, et puis vous prenez un autre train, puis il y a quelqu'un sur un banc qui est là, etc. Bon, il y a mille choses qui font que on aurait pu vivre une autre vie, on vit celle-ci, et on a l'impression de l'avoir choisie. Moi, je ne crois pas. Et je crois que, plutôt que de croire qu'il faudrait choisir entre choisir totalement sa vie à la Sartre, ou ne la choisir pas du tout, à la Spinoza ou à la Schopenhauer, par exemple,
Je pense qu'on doit pouvoir dire, et à la Nietzsche, qu'on peut se créer liberté. C'est-à-dire que quand on aura compris qu'il faut vouloir la force qui nous veut, on aura compris qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le choix, et que ça, il faut le vouloir, à défaut de l'aimer, mais que ce sur quoi on a du pouvoir, on peut agir. C'est peu, mais le peu peut parfois être beaucoup. C'est-à-dire que les stoïciens, quand ils nous disaient qu'on n'a pas de pouvoir sur la mort de quelqu'un qu'on aime, la mort elle est là. En revanche, on a du pouvoir sur la représentation qui est toujours la mort d'autrui, etc., ou la souffrance, ou la douleur, ou je ne sais pas quoi. Les stoïciens nous disent c'est une représentation. Tu n'as pas de pouvoir sur le réel, mais tu as du pouvoir sur la représentation que tu te fais du réel. C'est majeur comme chose. C'est-à-dire qu'on peut dire d'une part que nous sommes déterminés, qu'il y a un mouvement du cosmos, qu'il y a depuis l'effondrement de la planète sur elle-même qui va produire la totalité du système dans lequel nous nous trouvons, des choses qui font que accessoirement l'homme apparaît, que je suis l'un d'entre eux, le temps que ça durera, que je disparaîtrai, que nous disparaîtrons, que d'autres nous remplaceront, puis qu'un jour ça disparaîtra aussi tout ça, et qu'un jour la planète continuera sans les hommes, et que d'autres animaux deviendront plus importants que d'autres qui cesseront de l'être, et qui, etc., etc. Et puis que quand même, dans cette petite portion existentielle qui est la nôtre, nous avons le pouvoir de mieux vivre, de bien vivre. Et c'est ce que j'appelle l'hédonisme. Alors c'est vrai que vous avez utilisé le mot, et que c'est un mot hyper chargé, parce que l'hédonisme c'est le plaisir, et quand on parle du plaisir, chacun entend mon plaisir. Et comme les gens sont rarement heureux dans l'existence qui est la leur, et qu'ils ne sont pas très clairs forcément sur leur plaisir, ou pas très heureux avec le plaisir qui est le leur, immédiatement, ça les excite ou ça les énerve. Et ça devient une affaire personnelle. Et quand on dit plaisir, immédiatement, ça énerve, ça excite, et on cesse de penser. Mais il y a juste une invitation dans l'hédonisme qui est le mien, une invitation à dire, mais fabriquez de la jubilation à être, de la jubilation à être avec autrui, de la jubilation autour de vous, mais faites de votre corps un partenaire. La maladie peut arriver, la douleur peut être là, la souffrance peut être là, puis la vieillesse qui fait qu'un jour votre corps sera moins votre partenaire, puis qu'à un moment donné où il sera plus du tout votre partenaire, puis qu'à un moment donné où il risque de devenir votre ennemi. Donc ayez conscience de tout ça et réconciliez-vous avec tout ce qui peut vous donner du plaisir, qui donnera du plaisir à autrui. Alors c'est pas cigarette, whisky et petite pépé, c'est pas un hédonisme de sybarite. On peut très bien avoir du plaisir à boire de l'eau fraîche avec quelqu'un qu'on aime et à pas avoir du plaisir avec un très grand vin avec des crétins qui partageront notre table. Quand je dis crétin, ça marche pas qu'avec Manuel Valls, hein. Je veux dire, c'est large comme concept. Et donc l'hédonisme, c'est ça, c'est de savoir fabriquer de la jubilation avec peu de choses et de se souvenir que Épicure avait cette belle expression, il parlait du pur plaisir d'exister. L'hédonisme, c'est l'art de savoir qu'il y a un pur plaisir d'exister. Maintenant, c'est à chacun de faire ce trajet vers lui-même, en direction de lui-même. Moi, je ne peux pas le faire pour les autres, je l'ai fait pour moi. J'enseigne à l'université populaire, j'enseigne des trajets existentiels en disant regardez comment Montaigne s'y est pris, comment Spinoza s'y est pris, comment Thoreau s'y est pris, comment cette année Jean Kelevitch, Michael Dufresne, Robert Misrahi s'y sont pris. Et puis, ne vivez pas la vie de Jean Kelevitch, ça n'a aucun sens. Mais regardez comment ça se construit une vie, et puis construisez la vôtre. Et la vôtre, c'est pas la mienne. Il ne s'agit pas de vivre la mienne. Il ne s'agit pas de porter les vêtements du voisin. Il s'agit de se faire du sur-mesure existentiel. Et c'est la proposition que je fais, justement, en partant du cosmos, en disant un peu de modestie, nous ne sommes pas le centre du monde, mais pour autant, il ne s'agit pas d'être immodeste en se disant que nous sommes aussi, d'une certaine manière, le centre du monde. C'est nous qui, à partir de nous, pouvons modifier notre vision des choses et du monde, et le bonheur est susceptible d'être atteint, même dans des moments durs. Je me souviens de mon coiffeur que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, mais qui était c'est un vieux monsieur maintenant, mais résistant à 17 ans, déporté, et qui me disait que même dans les camps de concentration, dans son camp de concentration, il avait des moments de jubilation. Des moments de lumière, des moments de qualité du lever du matin, des moments où ils étaient debout pendant des heures dans le froid, il faisait moins 15, moins 20, et où ils voyaient passer des animaux. Et il me disait, mais il y avait même dans les moments les plus terribles de la déportation, des occasions de jubilation. Donc il faut les chercher, les vouloir, les créer. Et l'hédonisme auquel j'aspire, c'est ça. C'est pas un hédonisme, évidemment, consumériste ou facile et à la petite semaine. Alors, malheureusement, le temps commence déjà à nous presser. Néanmoins, il y a je pense que ça fait une transition vers un point qui me semble important, et peut-être que vous avez un peu moins abordé que d'autres, qui est le point final du livre, qui est la question du sublime.
dans la mesure où on peut considérer que justement, par rapport à ce pur plaisir d'exister, le sublime, en tant que catégorie artistique, y participe largement, dans la mesure où, contre Kant, qui en fait une catégorie justement inaccessible à l'histoire de l'art, puisqu'on est dépassé par l'imagination, enfin l'imagination est dépassée par le sublime, qui est une catégorie plus face à des océans ou à une tempête. Vous essayez, vous commencez à esquisser dans cet ouvrage-là, là aussi une contre-histoire de l'art, alors qui pourrait commencer avec l'art rupestre que vous évoquez à de nombreuses reprises dans le livre, et que vous faites courir après via Arcimboldo, via un petit tableau que vous possédez. Donc voilà, il y a des pages assez belles où à la fois c'est un tableau, peut-être que vous l'évoquerez, qui vous touche énormément, mais dont vous ne savez pas vraiment quoi faire. Et c'est peut-être ça aussi l'un des signes du sublime. Juste une lecture de Caspar Friedrich, pour le coup complètement déchristianisé et complètement rendu à ce qu'il est probablement, qui est effectivement l'un des grands peintres du sublime, et jusqu'au Land Art qui orne la couverture du livre, avec des pièces où la boucle est bouclée, puisque évidemment le temps est circulaire, et dans la mesure où le Land Art est probablement l'une des reconstructions contemporaines d'un art primitif, si on peut penser à ces catégories-là. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment pour vous, puisqu'on a évoqué, je pense dans d'autres livres, vous avez évoqué de façon plus longue d'autres voies du pur plaisir d'exister, comment justement l'art, au travers de cette filiation, de cette contre-filiation de l'histoire de l'art, est un des instruments essentiels avec la contemplation du cosmos, de la possibilité justement d'accéder à soi-même. Oui, le concept de contre-histoire renvoie évidemment à l'existence d'une histoire. S'il y a une contre-histoire, c'est qu'il y a une histoire et que je propose une histoire à côté. Et c'est souvent l'histoire officielle. Et l'histoire officielle, elle l'est pourquoi ? Elle est parce qu'il aura fallu fabriquer une civilisation. Alors on verra, mais je suis presque en train de... Je pense que vous ne voulez pas que je vienne parler de décadence, parce qu'on est en train de faire la réunion ou la rencontre pour Décadence, mais il y aura dans Décadence cette proposition que Jésus n'ayant jamais historiquement existé, puisque c'est une proposition qui se fait à partir d'un Ancien Testament qui l'annonce, et une secte juive nous dit que ce Jésus n'est pas, enfin ce prophète, ce Messie n'est pas à venir puisqu'il est déjà venu, et on le fabrique à partir de l'identité qu'on lui prêtait en disant, eh bien regardez, il est ceci, il est cela. Mais toutes les qualités de Jésus, elles sont déjà dans un Ancien Testament qui les annonce, et c'est ce qui fait qu'on peut parler de judéo-christianisme. Donc Jésus n'existe pas historiquement, simplement après, on a fait un personnage qui a existé, un personnage fabuleux, etc., et on lui fabrique une vie. Le Père, la Mère, Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, etc., etc. Et c'est ce que les historiens ont appelé une forgerie. Et cette forgerie, elle se fait notamment avec Constantin, qui lui invente pour le coup une crucifixion. Mais il invente une crucifixion, c'est comme si vous disiez aujourd'hui que vous avez le téléphone portable de Descartes. Vous dites, évidemment, Descartes, téléphone portable, ça m'étonne, quoi. Au XVIIe siècle, il n'y en avait pas. Eh bien, si vous faites tout ce travail avec ce qui se passe avec Jésus sur le temps où il est censé exister, il y a plein de choses qui sont des anachronismes complets. Pas rentrer dans le détail, j'en donnerai la liste dans Décadence. Mais l'art arrive à un moment, et c'est un moment extrêmement important dans l'histoire, c'est le moment de la querelle des iconoclastes, des iconodules, des iconophiles. C'est-à-dire que des gens nous disent, est-ce qu'on a le droit de représenter Jésus, le Christ, Dieu ? Les musulmans ont répondu non, et ça produit un certain type de civilisation. Nous, on dit oui, non, peut-être, faut voir des conciles, ça se crêpe le chignon, les évêques, et il y a un moment donné où on décide oui, on a le droit. Et on nous fabrique une civilisation. C'est-à-dire ce Jésus qui n'a jamais historiquement existé, iconographiquement, on va le mettre partout. Partout, dans la moindre église de campagne, vous avez l'histoire de Jésus qui vous est racontée par des gens qui l'ont fabriqué. Si Jésus a historiquement existé, il n'a pas la tête qu'il a de dolicocéphale arien blond aux yeux bleus qu'on voit partout dans les églises. Il a la tête de Yasser Arafat. Enfin, pas d'aujourd'hui, mais je veux dire, la tête qu'a Yasser Arafat, mais qu'avait Yasser Arafat. Palestinien, avec le nez, les boucles des cheveux, etc. C'est un sémite. Donc il ne peut pas avoir la tête qu'il a dans l'histoire de l'art. Il ne peut pas être comme ça, originaire du Danemark. C'est pas possible. Donc on se dit, toute l'iconographie rend possible ce corps d'un Christ. Je crois que j'ai un peu oublié votre question, parce qu'on était sur... Alors, oui, parce qu'en plus, on va plutôt passer là. On était plutôt parti sur Arcimboldo, Caspar Friedrich, voilà, sur la contre-histoire. Voilà. Et donc, cette histoire de l'art, elle existe pour donner corps à une fiction.
L'histoire de l'art occidental n'est jamais que l'histoire de la figuration d'un corps inexistant de Jésus qui lui donne une existence musicale, picturale, sculpturale, etc., etc. Ça n'est que ça, l'histoire de l'art occidental. Si vous sortez de cette histoire, vous avez une contre-histoire. Et il y a une contre-histoire qui, elle, permettrait de dire qu'il y a un art qui ne se contente pas de ça, d'être au service d'un pouvoir politique qui a besoin de figurer, au sens premier, de figurer Jésus, le Christ et l'histoire du christianisme. Et on voit comment ça se manifeste, doucement, comment on commence à peindre du paysage. Donc vous avez une vierge, hein, bien sûr. Il y a la vierge, l'enfant, etc. Puis derrière, vous avez un paysage. Et puis à un moment donné où la Vierge, elle est de moins en moins grande, puis le paysage est de plus en plus important. Puis à un moment donné où vous n'avez plus besoin de Vierge. C'est éventuellement votre copine, votre femme, ou l'épouse du commanditaire de la peinture. Donc on désacralise. Et puis à un moment donné où elle est dans un coin, et puis vous avez un paysage, puis à un moment donné vous avez le paysage, quoi. Et vous n'avez plus que le paysage. Donc il y a une espèce de laïcisation de la peinture, il y a la naissance de la nature morte, et puis il y a des peintres qui vont plus vite que d'autres. Arcimboldo, que tout le monde connaît, ce personnage qui faisait des figures avec des objets, une figure de poissonnier où vous aviez plein de poissons, etc., une figure du printemps, de l'été, de l'automne avec les légumes du printemps, de l'été, de l'automne, etc. Et je me dis, voilà, une peinture qui, elle, est franchement païenne. Pas de Jésus, pas de Christ, pas de nativité, pas d'Assomption, pas de etc., etc. Mais une peinture vraiment païenne parce qu'elle nous dit la vérité du monde qui est une vérité matérialiste, ontologie matérialiste, là encore. Il n'y a chez Arcimboldo que des choses du monde. Des poissons, des racines, des animaux, etc., etc. Et donc, je me dis, mais on peut continuer. Et de fait, prenez Chardin, par exemple, la nature morte chez Chardin, ou la nature morte dans les paysages, dans les peintures flamandes, hollandaises, et on découvre effectivement qu'il y a une autre histoire de l'art qui nous ramène au monde. Et que donc l'histoire de l'art, l'histoire officielle de l'art, elle nous éloigne du monde pour nous conduire vers Dieu, vers Jésus. Enfin, c'est de l'édification religieuse. On nous conduit au ciel. On nous demande l'imitation des saints, de Jésus, de Marie, de Joseph, etc. Et un autre courant dans l'art nous dit, mais non, regardez, le monde. La matérialité du monde, la réalité du monde. Et on pourrait faire une histoire de l'art classique qui irait jusqu'à l'art conceptuel, l'art minimal, qu'on nous présente aujourd'hui comme un art essentiellement subversif, etc. Mais il n'y a rien de plus traditionnel et conformiste que l'art conceptuel, que l'art minimal, que toutes ces choses qui nous sont présentées aujourd'hui comme subversives. Parce que, justement, le concept, c'est déjà Jésus, quoi. On est toujours là-dedans. Vous avez des expositions où il n'y a rien. On vous dit, mais justement, c'est ça l'exposition. Rien. Oui, tiens, ça me rappelle Jésus. Où le problème, c'est pas tant ce qu'on nous expose que ce qu'on nous expose pas et qui est susceptible de générer du discours. Et dans l'art contemporain, souvent, vous n'avez pas forcément besoin d'objets, vous avez surtout besoin du discours qui va avec. Avec Jésus, c'est pareil. Vous avez besoin de théologie, de patristique, de père de l'Église, de somme théologique, de saint Thomas, qui va vous expliquer que si, ça existe comme ceci, ça existe comme cela, etc. Et je dis, mais en même temps que cet art qui nous invite à quitter le monde ou à fuir le monde, l'art conceptuel, l'art minimal, etc., l'arte povera, il y a un autre art, et qui, lui, nous invite à retrouver le monde. Et de fait, le land art, qui, lui, s'en vient nous dire, mais sculptons la nature, ou regardons autrement la nature, ou mettons en scène la nature. Et tous ces artistes du land art, ils m'intéressent parce qu'ils sont la plupart du temps pas très vendables. Dans le marché, c'est difficile de vendre une œuvre d'art, du land art. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de la photographier et vendre les clichés. Ça se fait, parce que Christo a emballé le pont que vous savez, le pont neuf, et il y a eu des cartes postales et des produits dérivés, etc. Donc on peut évidemment, le land art n'est pas complètement pur sur ce terrain-là. Mais il y a la même chose avec la musique. Vous avez une musique extrêmement cérébrale, conceptuelle, avec une tradition qui, via le dodécaphonisme, le sérialisme, est arrivée jusqu'à John Cage, et où vous n'avez plus de musique. Concert de silence. Qu'est-ce qu'on fait après un concert de silence? Ça devient difficile. Si on veut rematérialiser la musique, eh bien, en même temps que cette musique existait, vous aviez des gens qui rematérialisaient le son, ou qui persistaient dans la matérialisation du son, et il y a un lignage de contre-histoire de la musique qui irait de Berlioz, par exemple, de Berlioz à mon ami Pierre Tilloy, qui est compositeur, qui est là dans la salle, et qui passerait par Varèse, qui passerait par Stockhausen, par exemple, ou Éric Tanguy, qui est aussi un ami compositeur, pendant qu'en face, vous auriez un lignage qui irait de Debussy jusqu'à
un tas d'individus qui ont rendu possible la présence du son, du silence comme quelque chose de majeur à la place du son. Et je dis, mais pendant que ces jeux se jouaient là, de manière très idéologique, parce qu'il fallait être progressiste, donc défendre le sérialisme et le décaphonisme, là encore, sinon c'était Vichy, Pétain, etc. Je vous renvoie à Adorno, Philosophie de la nouvelle musique, où on disait que le Schoenberg, c'était la dissonance et qu'il fallait aimer la dissonance, qui était le propre de la contradiction dans le capitalisme, et que aimer Stravinsky, c'était aimer la musique bourgeoise, etc. Et ça produit encore, hélas, ses effets. Et si on a aujourd'hui à Paris quelques-uns qui continuent à tenir le haut du pavé, c'est-à-dire des subventions, avec ce genre de discours, c'est pas tellement un hasard. Et en face, vous avez une autre musique, dont on parle assez peu, musique minimale, musique répétitive, les musiques américaines, les Phil Glass, les John Adams, les Steve Reich, enfin des individus qui disent des choses, et qui sont des choses populaires, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a dans les courants d'avant-garde cette idée que moins il y a de gens, plus c'est génial. Plus ça doit être subventionné par l'État aussi, hein, en ce sens, parce que sinon ça coûte très cher, mais comme il n'y a personne, sauf les amis, ben, il faut bien que des gens paient la subversion. Et vous avez des subversifs subventionnés qui persistent 50 ans après, en faisant la même chose que les subversifs d'avant-hier, de nous dire qu'ils sont eux la subversion. Et puis, comble du comble, il y a des gens qui ont le culot de faire de la musique aujourd'hui et de remplir les salles. Inadmissible. Donc s'il y a du peuple, c'est populiste, si c'est populiste, c'est démagogue, si c'est démagogue, c'est Vichy, c'est Pétain, etc. Donc, et je me dis, mais non, écoutez cette musique parce qu'elle nous dit quelque chose sur le temps. Vous avez quelques cellules répétitives, puis au fur et à mesure, ces cellules répétitives se modifient doucement, et vous avez une toute petite modification. Donc ça se répète, mais ça ne se répète pas exactement de la même manière. Et puis au bout d'une heure, ça ne s'est tellement pas répété de la même manière qu'avec cette espèce de variation effectuée sur une toute petite chose, vous aurez autre chose que ce que vous aurez entendu dès le départ. Donc c'est une méditation possible sur le même et l'autre, sur la différence et sur la répétition, sur cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dit le temps. Le temps, c'est ça, c'est du même et c'est de l'autre, c'est de la répétition. Et j'invite effectivement à ce qu'on ne soit pas dans une logique du « ah, l'art contemporain, c'est n'importe quoi aujourd'hui, etc. » ou « ah, c'était quand même nettement mieux dans le temps quand ils savaient écrire, composer, etc. » Non, le problème, c'est pas pour ou contre l'art contemporain. L'art contemporain, il est là. C'est dans l'art contemporain la possibilité de choisir ce qui pourrait être pour le coup encore judéo-chrétien, du genre fâchez-vous avec votre corps, n'aimez pas votre corps, n'aimez pas le réel, vive le concept. Il y en a marre. Y compris des gens comme Gina Payne ou Schwarzkogler, l'actionnisme viennois, où le corps est mis en scène, mais il faut que ça défecte, que ça fasse pipi, caca, etc. Enfin, toutes les choses subventionnées sur la grande scène d'Avignon tous les étés, où on nous présente ça comme le summum de la subversion. Et je dis, mais non, tout ça, c'est la passion christique. On fait souffrir le corps, on lui fait, on l'entaille, il saigne, etc. Tout ça est fort sympathique. Je suis pas contre ça. Ça a eu lieu. Mais il y a aussi un autre art contemporain, avec d'autres individus qui nous ont dit d'autres choses, et j'invite à ce qu'on aille faire cette contre-histoire en disant, mais ne vous fâchez pas avec l'art contemporain, n'aimez pas tout l'art contemporain, mais connaissez-le d'abord, connaissez la musique contemporaine, et vous verrez que après vous pourrez faire votre choix, que des musiques vous ramènent au monde, et que des musiques vous en éloignent, que des peintures ou des œuvres d'art vous éloignent du monde, et d'autres vous y ramènent. Et, cher Pierre, vous aviez parlé dans la première question de ma méfiance à l'endroit des livres. Je précise, méfiance à l'endroit des livres qui nous éloignent du monde, avec une invitation à lire les livres qui nous ramènent au monde. Et d'ailleurs, je voudrais rendre un hommage à Denis Mola et à la librairie Mola, parce qu'il y a dans la librairie un choix des livres qui ramènent au monde. Et je trouvais ça très beau, très sympathique, un clin d'œil très amical, mais de dire effectivement, je ne fais pas une critique des livres, ça n'aurait aucun sens d'écrire des livres pour faire la critique des livres, mais de dire des livres vous ramèneront au monde. Et ces livres-là, lisez-les plutôt, quoi. Et quand je vois sur la table de presse ces livres-là, je suis très heureux, quoi, en disant, ben oui, lisez plutôt Darwin, lisez plutôt des haïkus, lisez plutôt des, je sais pas quoi, un traité d'apiculture, ou un truc pour tailler vos rosiers, par exemple. Et ces livres-là vous apprendront à retrouver le monde beaucoup plus que des livres qui vous feront une analyse du concept de rosier de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le statut de la rose dans l'islam, enfin, ce genre de choses. Tout ça est fort sympathique, mais on peut lire ça aussi. Mais je dis, ne perdez pas votre temps à vous éloigner du monde. Tout est fait pour qu'on vous en éloigne, donc retrouvez-le. Michel Onfray, mais merci beaucoup pour cette conclusion.